Côte d'Ivoire, bonjour le monde entier. Vous êtes sur RTI1, la chaîne qui rassemble. Et ici, on a préparé des choses exceptionnelles pour vous permettre de passer une agréable journée en notre compagnie, bien sûr, en suivant nos différents programmes. On espère que vous avez passé une agréable nuit. Si ce n'est pas le cas, on va essayer d'y remédier au cours de cette émission. Amis téléspectateurs, après cette séance de remise en forme, nous sommes avec Madame Julie Pénavert. J'espère que je prononce bien. C'est l'invitée actu de ce jeudi 2 juin. Elle est orthophoniste, vice-présidente de l'association Physionoma France. Et aujourd'hui, avec elle, on parle du rôle de l'orthophoniste dans la rééducation des patients atteints de Noma. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça fait plaisir de vous avoir sur ce plateau parce qu'on entend parler de Noma, mais on ne sait pas vraiment. C'est quoi le Noma? Alors le Noma, c'est une maladie qui est heureusement de plus en plus rare, mais qui touche les enfants de 0 à 6 ans. Et en fait, c'est une infection qui commence par une plaie bénigne dans la bouche, donc soit avec la pousse des dents, soit avec un aft ou une morsure, et qui malheureusement évolue en infection générale et ensuite en gangrène, donc c'est-à-dire que ça va vraiment venir détruire les tissus, les muqueuses de la bouche, les muscles, la peau et les os. Donc c'est vraiment une maladie qui est défigurante et qui est mortelle dans 70 à 90% des cas si elle n'est pas soignée à temps. Mais justement, comme ça pourrait commencer avec une petite plaie dans la bouche, avec la pousse des dents, comment détecter rapidement le Noma alors? Alors, c'est un peu la difficulté de la chose parce qu'il faut... au début, c'est une gingivite, donc les gencives sont un peu rouges. On pourrait penser que ça va passer, mais très rapidement, l'infection s'installe et il y a une odeur fétide, une haleine très désagréable. Et après, on va vite voir l'infection qui va commencer au niveau de la gencive et qui va commencer à remonter un petit peu dans les zones du visage. Et comment on pourrait aussi définir votre spécialité? Vous êtes orthophoniste, c'est quoi votre rôle? Alors, l'orthophoniste intervient dans la prise en charge du Noma parce que il y a deux aspects. La cicatrisation naturelle qui se fait à la fin, on va dire, de la maladie, quand l'infection s'est arrêtée, les tissus fibrose, on appelle ça une fibrose, ils deviennent très raides et tirent vraiment la peau, ça peut même parfois tirer l'œil et ça peut empêcher la mâchoire de bouger. C'est vraiment la séquelle principale de cette maladie. Et l'orthophoniste intervient en pré-opératoire et évidemment en post-opératoire parce que c'est des enfants qui nécessitent une chirurgie très lourde afin de redonner de la mobilité à ce lambeau ou cette cicatrice naturelle. On vient masser. Et ensuite, on fait des exercices un peu plus, on dit fonctionnels, qui permettent de bouger les structures, de bouger la mâchoire, bouger les lèvres, bouger la langue, les joues, toutes les structures qui sont impactées par la maladie. Et en parlant de stade d'évolution de cette maladie, le Noma, est-ce que après tout ce travail, l'enfant pourrait avoir des séquelles à vie? Tout à fait. C'est vraiment le problème de cette maladie. Une fois qu'elle est installée, de toute façon, les séquelles seront définitives. On peut voir là sur la photo cet enfant qui a été opéré. Donc, on a pris un lambeau, on a pris un bout de bras, de jambe ou une partie du corps. Et donc, malheureusement, ça fait quand même une sorte de rigidité. Et la séquelle principale est ce qu'on appelle la constriction permanente des mâchoires, avec vraiment cette immobilité, incapacité à ouvrir la bouche, donc qui va empêcher de manger, de boire, de parler, voilà. Mais est-ce qu'il existe des prises en charge actuelles de cette maladie? Alors, ça dépend dans les endroits. Donc, il existe une fédération qui s'appelle Nonoma, qui regroupe différentes ONG qui luttent contre cette maladie. Différentes ONG de chirurgiens qui opèrent. Et nous, on est par contre la seule association de rééducation et on est appelé avec les différentes équipes à arriver en post-opératoire. Et notre travail quand même, c'est surtout la formation des professionnels sur place, des acteurs de santé, pour qu'ensuite la rééducation puisse être faite dans les centres et puis rappelée pour les familles
lors des retours en brousse. Finalement, ça revient à l'automédication. Vous luttez aussi contre cette forme d'automédication. Quand on a une rougeur dans la bouche de l'enfant, il ne faudrait pas soi-même proposer de quoi soulager l'enfant. Il faut rapidement aller à l'hôpital. Est-ce que vraiment, dans nos hôpitaux, on peut facilement détecter le noma? Alors, oui, ça peut se détecter assez vite parce que la solution principale de soins, c'est une antibiothérapie. Donc finalement, c'est un soin qui est assez basique et qui est assez simple. Mais pour ça, il faut des moyens, il faut arriver à temps. Et voilà. Et quelle est la situation de la pratique de l'orthophonie en Côte d'Ivoire? Alors, du coup, c'est quelque chose qui va être de plus en plus développé avec, comme vous l'avez dit tout à l'heure, la première promotion d'orthophoniste qui est sortante et diplômée aujourd'hui. C'est ça? Donc, il va y avoir de nombreux orthophonistes qui vont pouvoir travailler dans différentes structures ou bien en cabinet libéral. Et voilà, c'est les deux façons un petit peu de pratiquer l'orthophonie, soit en cabinet, soit en structure à l'hôpital. Et vous résidez où? Moi, je suis en France, je suis à Lyon. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Alors, je suis là parce que, du coup, j'ai accompagné Wilfried, qui est étudiant en orthophonie et qui a fait son mémoire de fin d'études sur le noma, pour faire un état des lieux des connaissances du noma par les agents de santé et les orthophonistes en Côte d'Ivoire. Donc, je viens à sa remise des diplômes et ensuite, il rejoint l'association et nous allons ensemble rencontrer les différents acteurs pour essayer de voir quel partenariat on pourrait créer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre un petit peu à long terme pour la prise en charge la plus efficace des patients avec noma. Votre association accompagne comme ça des étudiants? C'est la première fois. C'est la première oui, fois? C'est ça. Première visite en Côte d'Ivoire? Tout à fait. Et comment vous trouvez notre pays? Déjà, vous êtes arrivé quand? Hier soir. Hier soir, mais franchement, c'est que vous n'avez pas dormi en fait. Voilà, à peu près. Et vous êtes là pour matin bonheur. Et comment déjà vous avez trouvé la Côte d'Ivoire? De nuit, c'était magnifique. De nuit, c'était magnifique avec des lumières partout. Il n'y a plus de cases. Ouais, non, mais ça va. Je ne m'attendais pas à ça. Et comment la cérémonie va se passer justement avec vous? Eh bien, aujourd'hui, donc, c'est une journée qui est entièrement dédiée aux orthophonistes. Il va y avoir la remise des diplômes toute la journée. Tous les orthophonistes déjà exerçants sont conviés à participer. Et puis, voilà, après, on terminera tous ensemble pour célébrer nos nouveaux collègues. J'ai l'impression que parmi les récipiendaires d'aujourd'hui, il n'y a qu'un seul étudiant qui a choisi le noma comme sujet de thèse. Oui. Pourquoi? Est-ce que c'est parce que c'est difficile, c'est compliqué de travailler sur le noma? Alors, il serait peut-être mieux placé pour répondre, mais je pense qu'il y a différentes choses. Déjà, c'est très bien qu'il y en ait un. Comme je vous disais, c'est la première fois, nous, que ça nous arrive, donc on est vraiment très, très contents de pouvoir travailler avec les étudiants et essayer de faire de la prévention, finalement. Et effectivement, il y a aussi cette part de difficulté. C'est une maladie qui est défigurante, qui met un peu mal à l'aise. Et je pense que tout le monde n'est pas forcément attiré par ce type de rééducation. D'accord. Et l'association Physionoma est une association qui existe depuis combien de temps? Alors, ça fait 15 ans, à peu près. Elle a été créée en 2003. C'est une étudiante en orthophonie en France qui a fait son mémoire de fin d'études sur le noma. Et ensuite, elle a créé l'association. Et l'association a perduré. Et voilà. Et maintenant, on travaille plutôt au Burkina, au Niger, on a un petit peu travaillé au Mali. Et on essaye de développer des partenariats parce que le noma sévit un peu partout dans cette zone subsaharienne. Julie, vous êtes orthophoniste, vice-présidente de l'association Physionoma France et vous êtes venue soutenir un étudiant ivoirien. Première visite en Côte d'Ivoire, on vous dit merci. Merci de soutenir ces brillants étudiants, prometteurs justement. Et j'espère qu'on aura la possibilité de se retrouver une prochaine fois pour faire peut-être le point
de la cérémonie. C'est ça. Et puis dire un peu vos impressions, ce que vous aurez pu découvrir sur le territoire ivoirien et puis ce que vous prévoyez faire justement pour tous ces enfants ivoiriens qui malheureusement souffrent du Noma. Amis téléspectateurs, c'est ici qu'on dit au revoir à notre invité Actu, mais Matin Bonheur se poursuit. À tout de suite. Mélie, ça c'est le cri de guerre entre nous là. Bonjour Méliane Cuny, experte digitale. Merci de nous honorer de votre présence. Oh, c'est un plaisir pour moi d'être tous les jours avec vous. Voilà, tous les jeudis matin. Pardon, revenons au béret. Qu'est-ce qui se passe sur Internet là-bas? Bon, le premier béret, on va dire ça comme ça, sinon la première information. Définition du béret, s'il vous plaît. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Le béret, c'est le pépessage. En d'autres termes, c'est l'affairage. C'est ça qui veut dire. Gossip. Voilà. Aussi, vous préférez tout ce qui est commérage. Exactement. Alors, le premier sujet? Ils ont pris une ancienne vidéo de 2000, pendant ce qu'on était en période de crise et autres. C'est cette vidéo-là qu'ils ont récupérée. Et ils ont dit que c'est d'actualité en ce moment en Côte d'Ivoire et ça suscite la polémique et tout. Cette vidéo est fausse. Et on a même fait des captures d'images pour vous montrer la différence entre ce qu'il y avait de l'autre côté du pont avant et maintenant. Vous pouvez regarder. On a une gare lagunaire et tout ça, ce qu'on n'avait pas. Donc, c'est pour vous dire que ces images-là sont fausses. Très bien. Deuxième. Biche. Merci. Deuxième sujet, on parle de la plante de moringa. C'est vrai qu'on apprécie tout le moringa, c'est un complément alimentaire, mais on a des publications sur les réseaux sociaux qui nous disent que le moringa est utilisé pour anéantir les effets d'un poison. Ce qui n'est pas vrai. Voilà, cette information est tronquée. Le moringa est utilisé dans certaines cultures et autres. Et le comble, c'est que cette information passe sur des pages... Je sais qu'on doit aller rapidement, mais ça fait trop rire. Si quelqu'un est empoisonné... Pardon, remettez-moi ça à l'antenne, s'il vous plaît. J'étais en train de lire, justement, mais je crois avoir vu... Si quelqu'un est empoisonné, et s'il crie, il commence à crier... Son ventre cherche automatiquement les feuilles. Si quelqu'un est empoisonné et il a commencé par crier « Son ventre !» Chercher automatiquement. Ça, c'est quel communiqué, ça? Hey. Mais ce qui fait mal, c'est que les parents vont pas lire le texte, ils vont voir les plantes de moringa, ils vont voir le titre, ils vont se dire « Ok, c'est top, c'est parti ». Non. Emmenez les gens à l'hôpital. Automédication, là, on n'a qu'à éviter entre nous. Ensuite, on a parlé... Biche. Merci. On a parlé du défrisant. Voilà, on nous dit qu'aujourd'hui, que les produits défrisants créent des fibromes chez les femmes. Hey. Coupez vos cheveux comme moi. Est-ce que c'est pas simple? Napi, c'est simple. C'est simple. Mais c'est faux. Le vent souffle. Voilà. Il faut arrêter de diffuser ce genre d'informations. On a même rencontré des médecins et tout. Il n'y a pas de preuves, en fait. C'est vrai que le fibrome utérin, c'est chez les femmes. Donc, on se dit comme c'est les femmes qui se défrisent. Donc, c'est mais sinon, les garçons aussi se défrisent. Mal même. Ah. On fait la guerre même de pommade, tout ça. Là. Ils se défrisent. Ils frisent tout ça. On frise ça comment? Le père Louga, François, soit salué. Mes hommages. Et c'est fans qui continuent de le représenter dignement. Aïe. Donc, c'est faux. Biche. Et la dernière information nous ramène au prix du carburant. C'est vrai qu'on a eu la hausse des prix du carburant, mais lorsque vous regardez l'illustration, le communiqué, le premier communiqué est faux parce qu'ils ont augmenté aussi le prix du gasoil. Non, c'est que le prix du super qui a augmenté. Donc, il y a deux communiqués. Si vous regardez bien le premier communiqué où je vous ai dit qu'il est faux, la signature est fausse. Et là, on vous met gasoil à 645. Non, 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 c'est faux. Le gasoil est juste en dessous. Voilà, vous voyez la vraie information. Donc, il faut faire attention. Le gasoil moteur est à 415. Voilà. Donc, arrêtez de diffuser de faux communiqués. C'est vrai que le super est monté, mais le gasoil est resté statique. Bon, il dit, pain est monté. Non, le prix. Les prix de pain, gasoil, quoi, tout est monté. Non, mais moi, on va monter aussi. Oui, on va monter, c'est important. On se vend cher maintenant. S'il vous plaît, position de... On augmente le prix. On a augmenté le prix de Merci. Bonheur. Donc, conclusion, avec le prix élevé? Il faut faire attention aux communiqués, voilà. Vérifiez les signatures et tout, et ne diffusez pas toutes ces informations que vous recevez sur les réseaux sociaux, parce qu'à l'intérieur, il peut y avoir de l'ivraie dans le vrai. Le prix est élevé. Matin Bonheur a augmenté. Le prix est élevé, voilà, merci. Merci. Mettez les cœurs, n'oubliez pas.
Merci. Mettez les cœurs, n'oubliez pas, on est connectés là. Hein. Matin Bonheur se poursuit avec notre maître assistant à l'université Nangui à Brogua, nutritionniste à l'Institut de cardiologie d'Abidjan. Lui, bien sûr, c'est monsieur, non, docteur Yves Envo Blanchard qui nous honore chaque semaine de sa présence pour qu'on parle ensemble de nutrition. Amis téléspectateurs, aujourd'hui, nous parlons de nutrition et obésité. Docteur, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci Naomi. d'être avec nous. Merci. Alors, je suis sûre qu'il va parler de sucre encore. Là, on a été un peu choqués. Il nous a dit de manger une seule grosse mangue par jour. On essaie, mais c'est pas facile. Hein. C'est pas facile. Donc, c'est du sucre, non, qu'on va parler aujourd'hui? C'est le sucre qui fait grossir, normalement, c'est ce qu'on nous dit. Non. Hein? Non. Le sucre ne fait pas grossir. Le sucre donne le diabète. Pardon? Le sucre ne fait pas grossir. Aujourd'hui, avec l'évolution de la science, on a compris que le sucre ne fait pas grossir. Le sucre fait le diabète. Oh. C'est le sel qui fait grossir. Pause. Voilà. On en reparle juste après ceci. Il dit que le sucre ne fait pas grossir. Le sucre donne le diabète. Par contre, c'est le sel qui fait grossir. Effectivement. Mais c'est pas ce que nous, on a reçu comme information. Et on se base sur le sucre. Dites-nous tout. Aidez-nous à mieux comprendre les choses. Enseignez-nous, maître. Alors, pour comprendre la notion de l'obésité, il faut dire que alors, le terme obésité ou bien surpoids est employé lorsque on essaie de faire des calculs sur le poids d'une personne selon la taille. Donc, on a fixé certaines valeurs. Lorsqu'on fait le rapport sur poids-taille et qu'on trouve une valeur en dessous de 18, on dira que la personne est mince. Entre 18 et puis 24, on dit que la personne a un poids normal. Ce que vous appelez IMC, non? Ouais, l'IMC, effectivement, l'IMC, l'indice de masse corporelle. Et entre 18 et 24, le poids est normal. Et de 24 à 29, on parle de surpoids. Et au-delà de 29, on parle d'obésité. Alors, à quoi est-ce que est due l'obésité? On a longuement défini l'obésité comme, par exemple, une accumulation de masse grasse. Mais aujourd'hui, avec la science, on essaie de mettre un peu cette définition en brèche. On dit que aussi, certaines personnes font une obésité, surtout par rétention d'eau. On croit, par exemple, que c'est en mangeant beaucoup de sucre que nous grossissons. Non. Aujourd'hui, avec la science, nous avons compris. On arrive à cerner certaines choses. Souvent, il y a des nuances. Voilà. Lorsqu'on mange beaucoup de sucre, nous nous exposons au diabète et aussi au foie gras. C'est ça. On parle de stéatose hépatique ou bien, par exemple, aussi, on a ce qu'on appelle plein de graisse dans le sang. Ça, lorsqu'on mange beaucoup. Maintenant, alors, lorsque nous mangeons beaucoup de sel, alors nous faisons une rétention d'eau et nous exposons à l'obésité. Alors, Quand vous parlez de rétention d'eau, pour nous aider à comprendre, l'eau est retenue comment et où? L'eau est retenue dans les parties adipeuses, c'est-à-dire que dans les graisses, on a un peu de graisse sous la peau, mais c'est sous cette peau-là que l'eau, voilà, c'est un peu. Donc lorsqu'on touche, nous avons tendance, tout ça c'est de la graisse, non, c'est pas la graisse, c'est la graisse avec de l'eau. D'accord. Et partout où le sel passe, le sel se fait accompagner de l'eau. C'est comme si, par exemple, vous et moi, nous avons une consommation en eau habituelle, normale. Mais chez moi, l'eau s'évapore, l'eau sort. Mais chez vous, l'eau reste. Par la transpiration ou l'urine? Effectivement. Et chez vous, par exemple, l'eau reste parce qu'on dirait que vous mangez plus de sel que moi. C'est la différence entre vous et puis moi. Vous avez une consommation en sel plus corsée que moi. C'est ce qui fait que vous avez un poids plus grand que le mien. Alors, lorsqu'on parle de sel, il y a ce qu'on appelle, il y a le sel qui est visible. Oui. Que nous avons à la maison, le sel blanc que nous avons. Effectivement, qu'on utilise pour nos sauces, pour voilà. la cuisine. Effectivement, ce sel-là que nous avons sous forme de chlorure de sodium, le blanc, que nous avons, et que nous trouvons souvent, et dans certains produits. C'est-à-dire qu'il y a certains produits, quand bien sucrés, mais c'est salé. C'est pourquoi souvent, on croit que c'est le sel qui fait grossir. Parce que généralement, vous voyez, la science montre par exemple que plus un aliment il est salé, plus ça donne l'envie de manger. De manger. Voilà, c'est-à-dire que ça joue un peu sur le palais, ça rend un peu agréable au palais, donc ça donne l'envie de manger. Un peu comme l'alcool ou pas? Et un peu, c'est une certaine addiction quand c'est un peu salé. Voilà. Donc certaines personnes sont addictes au sel. Alors, lorsque vous allez par exemple voir certains aliments sucrés, ce n'est pas seulement le goût sucré que nous rencontrons, il y a aussi un goût salé en dessous. Ces boissons auquel on ne prête pas vraiment attention. Voilà, parce que non, tout le monde dit non, c'est sucré, mais en vérité, c'est sucré salé. Même le lait en poudre. Certaines personnes qui prêtent beaucoup attention se rendent compte que le lait en poudre, il est sucré, il est salé. Si vous prêtez attention, vous allez vous rendre compte qu'il est salé. Le lait en poudre, il est salé. Même l'eau de coco,
À un certain niveau, cette personne se rend compte que c'est salé. Attendez, docteur, vous avez dit le lait en poudre. Il est salé. Il y a du Il est sel. sucré, effectivement, il est très salé. Et donc, c'est quel lait qu'il faut prendre? Son liquide, là? Non, le liquide même, il contient aussi du sel. En fait, tous les aliments contiennent du sel, mais c'est le degré. Tous les aliments contiennent du sel. Docteur. Tous les aliments contiennent du sel sous forme de NaCl normal ou bien sous forme de sodium. Et il y a du sel qui n'est... En science, en cardiologie, lorsqu'on parle du sel, il y a le sel blanc que nous avons, oui. mais il y a aussi du sel caché. Du sel caché dans les aliments sous forme de sodium simple. On ne le sent pas, il n'a pas le goût salé, mais il joue le rôle de sel. C'est ça. C'est ce qu'on appelle le sodium. Donc, il faut quoi? Il faut lire la notice sur le produit acheté et pour voir le pourcentage de sodium, tout ça. Voilà. Mais c'est quel pourcentage qu'il faut privilégier? Alors, notre corps est habitué à un taux de sel qui varie entre 3 et puis 18. C'est ce que l'OMS dit. Par exemple, toutes les eaux que nous avons ont un taux de sodium et qui est bien mentionné sur les boissons. Voilà, entre 3 et puis 18. Voilà, l'eau de pomme pour tout de 12, etc. Donc, notre corps est habitué un peu à cette quantité de sel que nous mangeons. Voilà. Mais lorsque nous prenons des aliments qui ont un taux de sel plus élevé que auquel nous sommes habitués, alors nous exposons à l'obésité. Il prend par exemple l'eau. L'eau fait par exemple 12 mg de sel. Mais le lait en poudre fait 262. Et vous voyez un peu les petits les sachets de lait là, 100 francs que nous avons là. C'est marqué dessus le sel à 262 mg de sel. C'est marqué dessus. Est-ce qu'ils écrivent vraiment sel? C'est marqué dessus. Ils ne mettent pas sodium, ils écrivent le sel même. Non, ils mettent du sodium. C'est le sel sur le sodium. Voilà. C'est-à-dire que même si quelqu'un peut intervenir tout à l'heure à la télévision, il va avoir un SMS, il prend une capture d'écran et puis il l'envoie. Oui. Vous allez voir que c'est marqué le sel sur 2 mg de sel. C'est ça. Dessus. Voilà. Donc, quand vous voyez le sodium, en fait, c'est du sel. Hein? Moi, c'est le sel. Voilà. Et ça crée une certaine addiction. La science montre que plus les aliments sont riches en sel, ça crée une addiction au niveau du cerveau. Ça fait que les gens aiment manger, comme par exemple les snack food ou bien par exemple les pizzas, etc. Ils font exprès pour le rendre salé, pour jouer un peu sur le palais et donner l'envie. C'est pour cela qu'on a du mal à laisser tomber les chips. Voilà, c'est parce que c'est salé. Mais c'est ce sodium-là qui a donné son nom à ce qu'on appelle les sodas. Sodium, soda. Effectivement. Voyez un peu le thème. Qui dit podium, pluriel de podium donne poda. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'en français, pluriel de sodium donne le soda. Donc, la plupart des boissons, pendant que nous avons par exemple un taux de sel normal dans l'eau, les sodas se chiffrent autour de plus de 71 mg de sel. Pardon? Effectivement. 71? Voilà. Effectivement, c'est très élevé. Même les jus de fruits pressés naturels contiennent du sel, du sodium. Ah, docteur, à cette allure, on mange quoi? C'est pour dire que lorsque nous avons une question d'obésité, qu'on veut la combattre, c'est-à-dire qu'il y a certaines dispositions qu'il faut prendre. Et le premier élément qu'il faut combattre, c'est le sel. Le sel. Voilà. On entend dire par exemple que non, j'ai des problèmes des yeux, on m'a dit de manger beaucoup la carotte, mais est-ce que vous savez que la carotte est très salée? Vous voyez l'aspect sucré, mais nous qui sommes derrière, nous qui faisons la recherche, on se rend compte que la carotte, au-delà de l'aspect sucré que vous connaissez, nous, en tant que chercheurs, nous voyons le sel caché dans la carotte. Ce qui fait que celui qui mange la carotte régulièrement ne peut jamais perdre du poids. Au nom du doctorat que moi j'ai fait. Ah bon, c'est que moi je suis dedans. Ouais, c'est ça. Parce que docteur, mon affaire des carottes là, c'est compliqué. Hein. Et c'est comme ça. Sont râpées, sont coupées en dés, sont bouillies, sont... tout ça, là. Donc, il y a... Parce qu'on nous dit, justement, pour la peau, pour les yeux, tout ça. Ça contient la bêta-carotène qui permet d'améliorer... Exactement. Donc, moi, je consomme... Franchement, la carotte, mais vous allez voir que je suis tout le temps potelé. Voilà, le poids est un peu grand, c'est un peu... En tout cas, pour être potelé aussi. Mais je vous assure, ce n'est pas seulement dans la carotte qu'on trouve la vitamine A, la bêta-carotène. Non, dans la tomate, on en trouve. Dans l'huile même, normalement, on en trouve. Mais la tomate, elle est un peu sucrée aussi, non. Mais pas vraiment salée. Non, la tomate n'est pas sucrée. La tomate n'est pas sucrée, non. En fait, quand on mange la tomate salade, là, la tomate docteur, n'est pas sucrée. Même les tomates cerises, tout ça. La carotte est encore plus sucrée que la tomate. Donc, ça veut dire que si vous cherchez la vitamine A, vous cherchez par exemple la vitamine A et la bêta-carotène dans... Donc, pour le teint, là, ça, c'est secret des femmes. Donc, pour le teint, là, je peux laisser la carotte et puis jeter sur la tomate. C'est vraiment que la vitamine A que vous cherchez pour améliorer un peu votre vue ou bien pour le teint. Même les mangues là contiennent la vitamine A. Non, vous avez dit c'est sucré, docteur. Oui, nous réduisons. Donc, ça veut dire que nous ne trouvons pas la vitamine A d'un aliment qui est sucré. La tomate, on peut la trouver. Même dans l'huile, on trouve la vitamine A. Non, ça aussi, on dit que ça fait grossir aussi, non, docteur. L'huile ne fait pas grossir les gens, non.
On confond un peu tout. L'huile ne fait pas grossir. C'est le sel qui fait grossir. Maintenant, si nous faisons maintenant des aliments qui contiennent à la fois du gras et du sel, et puis du gras, du sucre et du sel, alors on dira par exemple que non, c'est parce que cet aliment il est gras qui fait grossir. Non, c'est parce qu'il est salé qui fait grossir. Très bien. On remercie Dr Enro Blanchard d'être passé sur notre plateau pour nous rappeler qu'il est important d'éduquer nos enfants pendant cette période de grandes vacances. Les plus petits seront à la maison pendant 3 mois, les autres peut-être pendant 2 mois. Faisons attention à l'alimentation. C'est le moment de contacter des professionnels comme lui pour pouvoir revoir leur éducation alimentaire. Merci d'être passé sur notre plateau. Amis téléspectateurs, on va se retrouver demain de bonne heure et de bonne humeur à cette même heure et sur cette même chaîne. À demain.